m'entendez? Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on commence encore, on va encore cumuler du retard, hein, puis les gens vont nous rejoindre au fur et à mesure. Hein. On va partir de ce principe-là. Donc, on va commencer cet après-midi avec le docteur Yves Aubry, qui est donc le responsable de l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire à l'USMP au centre pénitentiaire de Majicavo, et qui va nous parler de la réduction des risques à travers la prévention des IST et du tatouage en milieu carcéral à Mayotte. Tout ça pour vous dire qu'on essaie de recouper les thématiques des 3 salles à chaque fois, la réduction des risques sur les conduites addictives, les impacts que ça peut avoir en matière infectio et les consommations, donc les addictions. Donc merci docteur Aubry. Bonjour à tous, merci à ceux qui n'ont pas choisi de faire la sieste sous un cocotier. Vous êtes courageux, c'est bien. Donc, je suis docteur Aubry, praticien hospitalier au CHM de Mayotte et je suis en charge de la coordination des soins au centre pénitentiaire de Majicavo. Et je dois donc vous parler de la prévention des risques liés au tatouage et aux infections sexuellement transmissibles en milieu carcéral. Il y a un bruit de fond là. Il y a un bruit de fond, tu entends ? Il y a un bruit de fond, tu entends ? Avant d'aborder ce sujet, je voudrais vous présenter rapidement le centre pénitentiaire de Majicavo qui a été inauguré en 2014. Donc il est neuf, moderne et confortable pour les praticiens et les équipes soignantes. Un peu moins pour les personnes incarcérées, comme je vais vous le montrer. Donc il comporte au total 278 places théoriques, c'est-à-dire 278 détenus théoriques, avec 128 cellules pour les personnes condamnées. Ça, c'est le centre de détention, donc qui ont été jugées. 39 cellules pour les personnes en mandat de dépôt, donc pas encore condamnées, en attente. C'est la maison d'arrêt. 5 cellules pour le quartier femmes, dont une cellule mère-enfant, qui n'a encore jamais été utilisée. En tout cas, depuis que j'y suis depuis 2 ans. 24 cellules pour le quartier mineur. Les mineurs peuvent être incarcérés à partir de 13 ans. Et 8 cellules pour le quartier des arrivants, où ceux-ci restent seulement quelques jours pour observation et vont ensuite dans une autre cellule. Donc au total, 204 cellules pour 278 détenus théoriques, mais depuis environ 2 ans. Mais donc depuis environ 2 ans, il y a toujours entre 600 et 650 détenus en permanence au centre pénitentiaire, ce qui fait une surpopulation de 200 à 250%. Majicavo est de loin la prison la plus surpeuplée de France. Ça s'est beaucoup accéléré, les incarcérations, le nombre d'incarcérations a beaucoup augmenté depuis 2 ans en fait. Alors un petit mot sur la population carcérale qui est sensiblement différente de celle que l'on rencontre dans l'Hexagone. En fait, c'est une population qui est beaucoup plus jeune que dans l'Hexagone. C'est majoritairement, donc plus de la moitié des jeunes comoriens qui sont passeurs, qui sont capitaines de bateaux et qui amènent les migrants à Mayotte. Et donc, ils ont essentiellement des peines courtes, 6 mois, lors de leur première arrestation, ramenés à 4 mois et demi avec les remises de peine, et 15 mois lors d'une récidive, ramenés à 10 mois avec les remises de peine. Donc on est en face de personnes jeunes, en général en bonne santé, fumeurs, qui n'ont pas beaucoup d'addiction. D'ailleurs, les addictions sont assez faibles à Majicavo. C'est un peu le reflet de ce qui est sur l'île. En tout cas, les addictions aux drogues dures sont assez faibles à Mayotte. Il y a peu d'injecteurs d'opiacés. Il n'y en a pas à la prison. Alors, il y a des consommateurs parfois de cocaïne. Il y a des consommateurs de chimiques. C'est une nouvelle drogue synthétique que les fumeurs mettent avec leur tabac et qui peuvent être vraiment très dangereuses et très addictives. Alors donc, parlons maintenant des risques liés au tatouage et de leur prévention. Vous entendez bien ou il faut que je... Oui, ça va ? Oui, ok. La réalisation de tatouages est contrôlée par plusieurs textes réglementaires qui visent à encadrer et sécuriser cette pratique, ainsi que la formation des professionnels concernés.
Le repérage de tatouage est fait à l'entrée des personnes incarcérées au cours de l'examen infirmier, puis par le médecin au cours de l'examen médical. Et les risques sont expliqués. Chaque entrant voit d'abord un infirmier et ensuite un médecin. C'est obligatoire. Dans les 72 heures. C'est obligatoire dans les 72 heures. Une étude a été réalisée pendant le mois de juin 2024 avec les entrants au centre pénitentiaire de Majicavo à propos des tatouages et de leurs risques. 50 personnes ont été interrogées à leur entrée en détention pendant le mois de juin. Les 3/4 des entrants, 38 sur 50, avaient un ou plusieurs tatouages. Aucun n'était passé par un salon de tatouage agréé. On le voit, les tatouages sont donc fréquents chez les personnes entrantes en détention et ils se pratiquent aussi pendant l'incarcération avec des moyens qui ne sont ni conventionnels ni sécurisés et du matériel qui n'est pas stérile. Les techniques utilisées sont diverses et ingénieuses. Quant aux encres de marquage, elles sont fabriquées avec les produits disponibles en détention et la bétadine donnée pour certains soins et qui est colorée en brun fait souvent partie du mélange utilisé comme encre. Alors on peut dire que ce n'est pas une mauvaise chose puisque la bétadine est active sur la plupart des bactéries et des virus quand ils sont à son contact. Alors les risques liés au tatouage, ils sont principalement infectieux par la pénétration cutanée d'une aiguille non stérile qui pourra donc faire entrer sous la peau des bactéries ou des virus, lesquels provoqueront une infection locale ou générale. Des abcès, des cellulites, des arthrites septiques et des septicémies ont été décrites dans la littérature, mais c'est assez rarement. Les virus des hépatites B, C et delta, ainsi que le virus de l'immunodéficience humaine, le VIH, peuvent aussi contaminer l'organisme lors du tatouage. Ces cas sont assez rares et pas toujours prouvés, sauf si la personne en cause n'a aucun autre risque de contamination sanguine ou sexuelle, ce qui n'est pas toujours facile à déterminer avec certitude. La prévention de ces risques passe donc par l'usage d'aiguilles stériles que l'on ne peut pas donner aux détenus, bien qu'il y ait des programmes de distribution d'aiguilles dans certaines prisons, mais c'est plutôt pour les usagers de drogue intraveineuse, ce n'est pas pour faire des tatouages. Et donc la prévention passera surtout par la désinfection soigneuse de la peau avant la pratique du tatouage avec de la bétadine ou de la biseptine. Ensuite, on reverra les détenus s'ils ont une infection locale, une inflammation. On appliquera des pommades apaisantes ou désinfectantes. Ce n'est pas très fréquent. En 2 ans, on a eu 3-4 cas de ce genre de cas à traiter. Donc un kit de première désinfection est donné aux entrants en détention pour qu'ils puissent prendre en charge les petites blessures avant une consultation à l'unité sanitaire et également avant la réalisation de tatouages. Les risques allergiques. Alors, ils sont possibles en raison des pigments utilisés dans l'encre, dont la nature est bien codifiée en salon de tatouage, ce qui n'exclut pas les risques d'allergie, mais encre qui est fabriquée en détention avec des substances diverses, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la bétadine, des médicaments broyés, brûlés, broyés pour colorer, et tout ce qu'ils trouvent en fait. Donc rougeurs et irritations cutanées sont fréquentes après un tatouage. Une allergie plus générale, crise d'urticaire, voire même œdème de Quincke ne sont pas impossibles si la personne est déjà allergique à une certaine substance introduite sous la peau. Des nodules bénins locaux ont été décrits et des tumeurs cutanées malignes, des épithéliomas, ont été suspectés ensuite de tatouage sans que la preuve formelle en ait été donnée. À ce jour, au CP de Majicavo, et avec un recul de 2 années, il n'y a eu aucune infection grave, aucune allergie notable ensuite de tatouage réalisé en détention. À noter que dans notre étude faite au CP de Majicavo, le principal et quasi unique risque décrit par les personnes interrogées est le risque de cancer. 1/3 des personnes interrogées disent que le risque, c'est le cancer. Alors, c'est pas du tout prouvé, et c'est pas du tout prouvé, hein, à part certains épithéliomas qui sont développés sur des zones d'injection, voilà, mais ça peut être des coïncidences. Un seul détenu a évoqué les risques d'infection sur les 50. Prévention des infections transmissibles par les rapports sexuels et aussi par le sang. Alors, ces infections sont essentiellement la syphilis, le virus de l'immunodéficience humaine, le VIH, le virus de l'hépatite B et le virus de l'hépatite C. Ce sont les infections les plus graves. Elles peuvent être guéries ou stabilisées par des traitements et l'hépatite B peut être évitée par une vaccination avant d'être infectée.
Elles sont détectées par un bilan sanguin systématiquement proposé à 2 reprises à l'entrée en détention, d'abord par l'infirmier, puis par le médecin, et ensuite lors d'autres consultations en cas de refus à l'entrée. Alors on explique les avantages des prises de sang. Il y a quelques refus, quelques craintes par rapport à ça. Quand on explique, c'est rare que les entrants refusent. La majorité viennent quand même avec l'idée de se soigner. Et donc, quand on leur explique que c'est pour leur bien, ils acceptent. Les autres infections sexuellement transmissibles, que sont la gonococcie, la chlamydiose, l'urétrite non spécifique, les condylomes vénériens, le papillomavirus et l'herpès génital seront envisagés lors de l'examen médical initial ou en raison d'une plainte ultérieure du détenu. Un frottis cervico-vaginal est proposé aux femmes détenues dans le respect du schéma proposé en fonction de l'âge. Actuellement, il y a 3 femmes à la maison d'arrêt. Des préservatifs sont à la disposition des détenus. Il n'y a pas de distributeur, mais il y a une caisse à l'infirmerie, ils peuvent venir. Ce n'est pas un libre service, mais ils peuvent venir et demander des préservatifs. Alors, des TROD, tests rapides d'orientation diagnostique, sont en discussion à l'unité sanitaire, notamment pour ceux qui refusent les prises de sang de dépistage. Ces TROD sont réalisés grâce à quelques gouttes de sang prélevées sur un doigt et le résultat est connu après quelques minutes. Alors, c'est un peu compliqué à mettre en place. Ça fait quelques années que je les demande dans un autre contexte où ça m'avait été refusé. J'y travaille actuellement. Donc ce test doit être normalement confirmé par une prise de sang, évidemment, en cas de positivité. Donc la vaccination contre l'hépatite B est systématiquement proposée aux personnes non protégées. Je rappelle que la vaccination contre l'hépatite B est obligatoire depuis le 1er janvier 2018 pour les nourrissons naissants sur tout le territoire français. Elle ne l'est pas pour les adultes, sauf pour certaines professions comme les professions médicales et paramédicales. Un schéma accéléré, J0, donc premier jour quand on voit le détenu, 7e jour, 21e jour, avec un rappel à 1 an si possible, est proposé aux détenus qui sont condamnés pour moins de 6 mois, ce qui représente une grande partie des détenus. De ce fait, ils sortent en ayant un schéma vaccinal complet. Nous avons fait de mémoire presque 700 vaccinations contre l'hépatite B en 2023. Des séances d'éducation à la santé et d'éducation thérapeutique sont en voie de se mettre en place. Elles le sont pour le diabète, l'HTL, l'obésité, mais pas pour les IST pour le moment. Pour sensibiliser les détenus à leur santé en général et sur les IST en particulier. Bon, ça c'est un problème de personnel, enfin de ressources médicales. On n'a actuellement que 4 infirmières sur les 7 postes, donc c'est un peu compliqué de prendre des après-midi pour ces séances d'éducation à la santé. Alors, ces séances d'information et de prévention ne peuvent se faire qu'avec l'accord du détenu, le respect du secret médical et l'absence de jugement. Alors, c'est un peu compliqué de les motiver. Par exemple, pour l'éducation thérapeutique à obésité, diabète et HTA, on n'a eu que 3 volontaires. Sur les 600, 650, ce n'était pas beaucoup. Alors, quelques chiffres. Pour le VIH, le virus de l'immunodéficience humaine, 200 000 personnes environ vivent avec le VIH en France, dont plus de 10% qui ne savent pas, d'où l'utilité de se faire dépister. Environ 5 000 nouveaux cas découverts en France chaque année. L'espérance de vie est similaire entre une personne vivant avec le VIH qui est traitée et une personne séronégative. De plus, ces personnes traitées ne sont pas contaminantes par leur partenaire sexuel si la quantité de virus dans le sang n'est plus détectable, ce qui est le cas en général avec les traitements actuels. Il y a moins de 200 décès en France par an causés par le sida, qui est le stade ultime de la maladie quand l'organisme ne peut plus se défendre contre le virus qui provoque l'immunodéficience et l'apparition d'infections ou de cancers, ce qui n'arrive pas quand le patient est traité et suit son traitement. Pour le virus de l'hépatite B, 135 000 personnes vivent avec l'hépatite B chronique en 2024. Donc l'hépatite B, elle est soit aiguë, elle se guérit toute seule, soit mortelle rapidement, c'est très rare. Hépatite fulminante, si on ne fait pas de transplantation, le patient décède dans les 3 mois, mais c'est extrêmement rare. Soit elle se chronicise. Quand elle se chronicise, le risque, c'est d'avoir une cirrhose
qui n'est pas d'un très beau pronostic en général, une cirrhose du foie, le foie ne fonctionne plus, ou à un cancer du foie dans un délai de 10, 15, 20 ans. Et donc, pour en venir aux 135 000 personnes vivant avec l'hépatite B chronique, là encore, plus de 10% ne le savent pas. L'hépatite B chronique provoque environ 1300 décès par an, soit presque 10 fois plus que le sida. Voilà, je terminerai cet exposé dans une citation du grand écrivain russe Dostoïevski, mort en 1881 et qui a bénéficié des prisons russes pendant quelques années. Nous ne pouvons mesurer le degré de civilisation d'une nation qu'en visitant ses prisons. Alors voilà, si vous avez des questions. Merci je pense qu'il va y avoir des questions, forcément. Moi, j'en aurai en tout cas, mais je vais passer le micro à ceux qui en ont en première intention. Qui souhaite avoir le micro ? Moi, je travaille à la PJJ, donc avec les mineurs sous main de justice, et je me questionnais si, pour tout ce qui est TROD, dépistage, vous pouviez aussi dépister les mineurs. Et vous parliez des condamnés et pour les prévenus aussi. Pour les TROD, on ne peut pas pour le moment parce que je n'ai pas eu l'autorisation d'avoir des TROD à la prison. Alors, je vais négocier à nouveau prochainement, mais avec leur accord, oui, bien sûr. On leur propose comme aux autres. En fait, ils sont traités exactement comme les autres. Il faut leur accord. Alors, la seule différence, c'est qu'on ne demande pas l'accord des parents, ce qui n'est pas normal. Mais il y a beaucoup de mineurs qui n'ont pas de parents ou les parents ne s'en occupent pas. Donc, de toute façon, et puis, réglementairement, on peut quand même les soigner pour rechercher des choses graves. Donc, on peut quand même proposer des prises de sang. Et comme ils acceptent, ils signent. Hein, il y a un dossier médical, il y a une signature, ils acceptent. Donc, on leur propose évidemment à chaque mineur la prise de sang. On a beaucoup plus de refus avec les mineurs qu'avec les adultes. Les mineurs, c'est souvent pas des passeurs comoriens, c'est des jeunes Mahorais, les casseurs, enfin ceux qui caillassent hein, en général, ou plus grave, hein, il y en a un. Et donc ils sont assez réfractaires aux soins, hein, ils ne sont pas aux soins de prévention en tout cas, hein, comme les mineurs en population générale. Hein, c'est pas une population qui va au devant des soins. Hein, mais on peut évidemment, on leur propose comme aux autres, oui, bien sûr. Je me permets de rajouter, moi j'ai beaucoup observé aussi des mineurs donc, sur la question des tatouages qui pouvaient utiliser des lames de rasoir et de l'encre de stylo. Bien sûr, oui, ils utilisent n'importe quoi. Alors effectivement, c'est étonnant, mais les lames de rasoir sont autorisées, enfin les rasoirs sont autorisés. Alors pas les lames, je pense que les lames à l'unité sont interdites, mais les rasoirs mécaniques sont autorisés. Alors évidemment, il suffit de casser le rasoir et de prendre la lame. Il n'y a jamais eu, depuis que j'y suis, depuis 2 ans, il n'y a jamais eu d'accident grave, il n'y a jamais eu de carotide colmatée. Bon, ça viendra peut-être, j'espère que non. Ils utilisent des stylos, j'ai déjà vu des mécanismes assez ingénieux, hein, c'est pas mal. Bon, ils se tatouent beaucoup quand même, hein, ils se tatouent beaucoup. Mais il n'y a pas de problème, il n'y a jamais eu de problème grave, il y a des rougeurs, voilà. Il y a eu aussi des problèmes avec ceux qui essayent de faire partir des tatouages. Alors, ils mettent du gros sel parfois, des pansements. Là, ça fait des dégâts un petit peu plus importants. En général, oui, c'est pas une bonne idée. On n'a pas de laser, on ne peut pas les faire partir de toute façon, donc on ne peut rien faire pour eux que de les soigner localement. Merci. Ouais. Le micro circule. Qui souhaite prendre la parole ? Donc, en attendant que quelqu'un se décide. Ah, pardon. Est-ce que vous avez observé d'autres modifications corporelles ? Je pense au piercing, aux implants péniens, autres que le tatouage à Magicavo. Non. Je réfléchis, des piercings, non. Non, il y a un peu tué et j'ai oublié, mais en tout cas, c'est certainement pas fréquent parce que non. Les implants péniens, c'est en Guyane. Hein. Mais là, ici, j'ai jamais vu. Hein, à Mayotte ou parmi les Comoriens, j'ai jamais vu d'implant pénien. Les piercings, ils n'ont pas tellement de piercings en fait. Hein. La population carcérale, il y a très très peu de piercings hein, par rapport à la population générale.
à Mayotte, à part le piercing du nez, il n'y a pas énormément de piercing non plus, je trouve. Il y a beaucoup de tatouages. Le tatouage se répand beaucoup, mais de toute façon dans l'Hexagone également. Mais sinon, le piercing, pas tellement. Oui, mais vous avez partiellement répondu à la question parce que, en l'absence d'aiguille, je me demandais comment il faisait. On a aussi, alors je ne sais pas si c'est une pratique à Mayotte, on a parlé de pots de yaourt qui étaient brûlés pour faire éventuellement faciliter la fonction de l'aiguille et de pouvoir se servir effectivement de l'encre de stylo pour faire les tatouages, même de la cendre. Alors je ne sais pas dans quelle mesure tout ça est. La cendre, oui, la cendre, c'est utilisé. Ils brûlent aussi du Doliprane, par exemple. Alors ça, c'est aussi pour sniffer, hein, ça c'est un autre problème. Mais je pense qu'ils s'en servent aussi pour colorer leur encre, pour faire de l'encre vraiment noire. La bétadine, quand elle est un peu diluée, elle est brune, mais c'est pas très noir. C'est pas assez foncé, à mon avis, pour faire un bon tatouage, si on peut dire. Donc je pense que oui, la cendre, bien sûr, oui, ils utilisent la cendre, oui. Des questions toujours à adresser au docteur Aubry? Il n'y a pas de tatouage coloré d'ailleurs. Oui, hein. j'ai pas vu de rouge. Ils n'ont pas les couleurs. C'est toujours noir. Hein. Ils n'ont pas les couleurs qu'il faut. D'accord. Écoutez, donc du coup, s'il n'y a pas de questions, moi je vous propose peut-être, docteur, de rester à la table et de proposer à Gilles de nous rejoindre, puisqu'en fait, on va continuer sur le même débat. Alors, moi, je voudrais simplement poser en préalable le fait qu'il ne s'agit en aucune manière d'opposer ce qui se fait à Mayotte avec ce qui se fait ailleurs ou ce qui pourrait se faire. Le fil conducteur, le fil rouge de la journée, c'est la réduction des risques. Donc on va parler réduction des risques. Ce que va nous proposer Gilles, c'est une étude, une expérimentation qui a été menée en milieu carcéral autour du tatouage et des transformations corporelles. Ce qui ne veut absolument pas dire, je tiens à le répéter, que c'est quelque chose qu'il faut complètement dupliquer, plaquer et importer à Mayotte. C'est pour vous donner un aperçu du panel des possibilités qu'il peut y avoir en matière de réduction des risques, dont je rappelle ce matin que le cadre juridique a été posé et que la loi de 2016 permet d'inclure la réduction des risques dans les lieux de privation de liberté. Donc l'intervention de Gilles s'inscrit dans ce cadre-là, qui est beaucoup plus large, beaucoup plus général, de dire voilà ce qui, dans certaines prisons, dans certains centres pénitentiaires, a été fait ou peut être fait en matière de réduction des risques liés au tatouage, au piercing et donc à la transformation corporelle. Merci Gilles. Merci Eric. Est-ce que je peux avoir le PowerPoint s'il vous plaît? Et ben, moi je pense du... Oh, c'est très bien. C'est celui-là. Donc le temps qu'il arrive, je m'appelle Gilles, je suis chargé de mission à l'association Opélia. Et je vais vous présenter un programme de RDR en détention qui ne s'applique pas à la consommation de drogue, car, comme on sait, la détention est souvent un lieu qui est peu propice pour y développer des programmes de RDR, notamment parce qu'elle a toujours été associée au programme d'échange de seringues. Et c'est pour le coup dommage de la réduire à ça, car on sait bien que la réduction des risques n'est pas que liée aux drogues, du moins c'est en prison, mais aussi à d'autres pratiques comme RDR sexe, RDR modification corporelle, RDR aussi coiffage par exemple. Et donc je vais vous présenter cette action. Pardon ? Ah là, pardon, pour se coiffer avec une tondeuse. Excusez-moi. Il faut me dire s'il y a des mots d'argot que vous ne comprenez pas, ou de toulousain que vous ne comprenez pas. Donc je vais vous présenter un programme que j'ai mis en place il y a 10 ans. Mais au vu de son acceptabilité au niveau du tatouage, qui a permis aussi d'introduire la culture de la réduction des risques liés aux drogues. En gros, la RDR Tattoo a été une graine pour y développer un peu après de la RDR liée à la consommation de drogue en détention. Donc, je travaille dans une prison du sud-ouest de la France. Non.
À la régie? Oui, je veux bien que vous changiez alors, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Merci la régie. Alors, je travaillais dans une prison dans laquelle il y avait une grosse culture du tatouage. Je n'étais pas très étonné d'être confronté aux pratiques de tatou en détention, car sans vous faire un cours d'anthropologie criminelle, depuis l'Antiquité, on marque le corps des détenus par des blessures, des flétrissures, des amputations. La marque constitue une sorte, à mon sens, de l'ancêtre du casier judiciaire. Et on le voit avec les Romains qui marquaient les esclaves. Sous l'Ancien Régime, en métropole, on apposait la fleur de lys sur l'épaule droite des prostituées, des voleurs. En relisant Dumas, on le voit avec Milady qui se fait tatouer, qui se fait brûler au fer rouge. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les prisonniers de guerre étaient tatoués comme du bétail. Et en parallèle à ça, dès le 18 et 19e siècle, dans une culture un peu d'abord maritime puis militaire, les détenus ont repossédé leur corps par des pratiques de tatouage qui ont été observées par le professeur Lacassagne, par ses travaux d'anthropologie, qui expliquait que ces tatouages sauvages exprimaient des sens, des idées, des ressentis. Tatouages qui ont continué au XIXe siècle dans les Béribis, qui étaient les prisons militaires coloniales françaises, qui étaient des écoles de tatouage sauvage. Et également dans les bagnes, où les tatouages étaient surnommés les fleurs de bagne, le plus célèbre étant Papillon, et que Albert Londres nommait ces tatouages sauvages comme la poésie de la canaille malheureuse. Je vous parle de la métropole. J'aurais pu vous parler de la même manière de la Russie, du Japon, de l'Amérique latine, avec les gangs, les maras qui se tatouent de la tête aux pieds aussi en détention. Donc, tout ça pour dire que le tatouage est, à mon sens, une pratique à prendre en compte en détention, et surtout que tatouage et prison sont intrinsèquement reliés. Ce qui m'inquiétait plus, c'était, comme vous le disiez, docteur, les conditions dans lesquelles ces tatouages étaient réalisés. Et vu que maintenant c'est une pratique beaucoup moins taboue en détention, la prison, dans son rapport pour le domaine de justice, rapport de santé, et au vu des études qui ont objectivé ces pratiques de tatouage, m'ont autorisé à travailler sur cette question que j'ai choisi d'aborder sous l'angle de la santé communautaire. Je veux bien que vous changez de slide, s'il vous plaît. C'est bien que tu changes de slide, s'il vous plaît. Merci. Et pour ça, j'ai mobilisé une communauté d'action, c'est-à-dire j'ai choisi des détenus qui étaient concernés directement par ces pratiques de tatouage pour s'engager et s'investir et co-construire d'un projet fait par des détenus pour d'autres détenus. Pour associer le savoir expérientiel au savoir professionnel, je me suis associé avec un tatoueur professionnel, également une infirmière, qui n'était pas de l'USMP, car l'USMP était contre ce projet, qui m'a renvoyé que la réduction des risques ne faisait qu'inciter les pratiques de tatouage ou les consommations de drogue. Je crois que ça fait partie aussi des flous qu'on a en détention autour du terme de réduction des risques qui est forcément associé à l'usage de drogue. Merci. Donc, après plusieurs séances de travail, nous avons créé ensemble le premier programme de tatouage sécurisé avec offre de tatouage. Alors, j'aurais adoré vous mettre des photos de l'atelier, mais je n'ai jamais eu l'autorisation de faire entrer mon appareil photo en détention, même si les détenus me l'ont proposé plusieurs fois avec leur appareil photo, mais j'ai refusé. Donc, une fois par mois, nous intervenions avec un tatoueur et une infirmière qui est également une perceuse professionnelle, car je voulais interroger les pratiques de piercing dans cette prison. Au début, en mixte, dans un premier temps,
puis dans chaque quartier, au vu de la demande qu'on a eue très rapidement. Et on divisait cet espace, cette pièce d'activité en 3 espaces. Premier espace assez classique, autour des échanges de savoir, de pratiques, ce qu'on fait tous en santé communautaire. Pour lancer la dynamique, je passais un petit film que j'avais réalisé quelques mois avant sur un usager de drogue qui apprend à tatouer à moindre risque avec une tondeuse, et également dans un squat, et également à la main. Et après, tous les détenus qui étaient concernés par ces pratiques, à tour de rôle, montraient leur tatouage et expliquaient comment ils les faisaient. Donc là, on voyait à la lame de rasoir, une aiguille, 3 aiguilles, avec les machines artisanales qu'ils avaient fabriquées en cellules et qui ramenaient pendant l'atelier. Et donc, voilà, à ce moment-là, on commençait à échanger autour des savoirs. Les tatoueurs et le tatoueur et l'infirmière aussi injectaient aussi de la transmission de connaissances, de savoir autour de l'esthétisme, pardon. Ouais, injecter, oui, mais c'était, oui, pardon. Transmettez du savoir. Et voilà. Merci Naïra. Et donc, ça permettait également de déconstruire des idées reçues, notamment sur les techniques pour désinfecter du matériel. Une fois ce savoir mutualisé, on passait à un autre moment, toujours dans cette même séance, autour de la fabrication de kits de RDR. On va passer donc, comme on avait 0 budget, à moyen constant, on a tout fait nous-mêmes. Donc là, c'est vraiment du do-it-yourself fait et co-construit avec les détenus. En premier, nous avons construit un flyer qui reprend comment se tatouer, toutes les étapes du tatouage, les étapes pour désinfecter son matériel. Et deuxième outil créé, un kit de tatouage qui reprend du dessin, comment dessiner, comment poser un tatouage sur la peau en cellule, et jusqu'à comment tatouer, avec tous les éléments indispensables. Outil qui était forcément validé par le chef d'établissement ainsi que par le chef des surveillants, qui forcément, lorsqu'il m'a vu arriver avec le kit de tatouage, m'a fait retirer immédiatement les aiguilles ainsi que l'encre. Ce qui n'a pas gêné le quartier femmes puisqu'elles avaient accès aux aiguilles dans l'atelier couture. En prison, c'est très genré. Hein. Les hommes n'ont pas accès à l'atelier couture. Non. Les hommes, c'est le bâtiment. Premier espace, création de kits, échange de savoir, composition des dessins. Et une fois que les dessins étaient terminés, on passait en deuxième espace, dans la même salle, qui était l'offre de tatouage sécurisé, sous certaines conditions. La première, c'était pas tatouage haineux ou raciste, donc pas de 1 point, pas de 3 points, pas de symbole anarchie, tout ça. Pas de tatouage visible. Alors ça, c'était une demande de la détention pour qu'il n'y ait pas de modification de l'identité. Donc on ne devait pas tatouer sur le cou, la tête et la main. Là, c'est un peu juste, quand même. Pas de tatouage supérieur à un temps de 25 minutes. Ça, c'est juste pour éviter d'avoir des demandes de grosses pièces et pour permettre une fluidité et un roulement entre les détenus qui souhaitent se faire tatouer. 25 minutes, c'est la main. Voilà, c'est la taille de la main. Tous les tatouages sont gratuits. Ça, c'était ma demande. Je pense que la réduction des risques doit être gratuite. Et donc, les tatouages aussi accessibles à tous. Ce qui n'a pas forcément plu aux surveillants. Parce que pour eux, ils trouvaient injuste le fait de payer pour leur tatouage, alors que les détenus non. Donc on a réglé le problème en offrant 5% à tous les surveillants chez le tatoueur. Et c'est passé. Non, c'était pour les détenus. Mais ils allaient à son shop. Un autre espace, un troisième espace, qui était un espace pédagogique d'apprentissage, on dressait une peau synthétique avec devant tout le matériel nécessaire pour se tatouer, soit du matériel professionnel, soit du matériel, leur matériel à eux. Et les personnes apprenaient à dessiner sur la peau synthétique et apprenaient à tatouer. Et de l'atelier pédagogique, c'est devenu un atelier préventif, parce que nombreux détenus n'ont pas souhaité se faire tatouer par le détenu
une fois, après avoir vu le dessin sur la peau synthétique, jamais tu me fais ça. Donc c'est préventif. Et un quatrième espace, pour ceux qui étaient vraiment compétents en tatouage, on leur a autorisé à venir tatouer avec nous dans l'atelier, sous la supervision du tatoueur. Et là, je trouve ça vraiment intéressant en termes de transmission de savoir, en termes de partage de connaissances, en termes d'empowerment aussi. Et de la même manière qu'il y a des oxys en cuisine, c'est-à-dire des détenus qui travaillent en cuisine, des oxys dans le bâtiment, dans le nettoyage, on pouvait commencer à imaginer des oxys dans le tatouage. Et donc avoir un détenu tatoueur H24. Du moins, ça a été après le projet. En évaluation. L'intervention a eu un succès immédiat. Elle a forcément amélioré et sécurisé les pratiques de tatouage, si bien que le chef d'établissement nous a convoqués pour nous informer qu'il ne trouvait plus du tout de pratiques de tatouage sauvage en prison et que tous les détenus préféraient attendre l'atelier pour se faire tatouer. Et par conséquent, il déduisait qu'il n'y avait plus de contamination à l'hépatite par cette pratique en cellule. Les ateliers ont développé le niveau de connaissance, on le voit bien avec les différents savoirs qui ont permis de favoriser l'empowerment, la mobilisation. Là-dedans, j'ai mobilisé une communauté de détenus qui après, eux, étaient chargés de cibler et de rencontrer les autres détenus pour, d'une part, les informer de l'atelier, pour aussi prévenir autour des risques au niveau du tatouage, pour distribuer les kits tatou et les fly tatou. C'est eux qui distribuaient. Vu qu'en prison, là, on avait 250 personnes, on avait systématiquement entre 30 et 40 personnes. Difficile de cibler les 10 personnes ou 12 personnes. Donc, c'est les détenus eux-mêmes qui repéraient les autres détenus les plus concernés par ces pratiques de tatouage pour les ramener vers l'atelier. J'avais demandé aussi à la détention d'aller d'aller en promenade aussi pour informer tous les détenus. C'était à mon sens le meilleur moyen de rencontrer tous les prisonniers, c'était être dans la promenade, à différents moments de la promenade. La détention était un peu tendue. Elle était prête à accepter pour le quartier femme, pour le quartier homme. Elle trouvait que les conditions n'étaient pas requises pour assurer ma sécurité. C'est un programme qui a été présenté, primé, présenté dans plusieurs centres pénitentiaires, qui a été publié aussi, qui a été reproduit dans un centre, dans une maison d'arrêt du centre-ouest, qui a été reproduit aussi en Espagne, à Barcelone et au Portugal. Et ce sont des pratiques transférables puisqu'elles ont coûté 0 €. Elles ont permis de développer, elles ont permis de déclencher d'autres actions derrière. Je pense notamment au TROD, VIH et VHC que j'ai pu commencer suite à cette action. Elles ont pu aussi commencer à déclencher d'autres types d'actions de RDR, à la distribution de rouleaux-tapaille aussi, à l'accessibilité aux préservatifs, aux séances d'information et d'éducation thérapeutique à la santé pour les détenus concernés par le VHC par exemple. Et un peu avant que je quitte cette prison, j'avais commencé à travailler avec le chef d'établissement sur l'analyse de drogue et de trouver un canevas pour récupérer des drogues en détention et les faire analyser. Ce qu'on peut dire, peut-être que... Alors ça, c'était le flyer que les Oxy distribuaient pour mobiliser et inviter les détenus à participer. Ce qu'on peut dire, c'est que plus on encadre, à mon sens, une pratique illégale en détention, plus on la sécurise, plus on réduit les risques infectieux, sanitaires et sociaux. Et que le tatouage est une réalité à laquelle nous devons composer. Merci. Bien. Peut-être, docteur Aubry, un ressenti à rebondir sur le... Une question sur la dernière phrase. Est-ce que le tatouage est illégal en prison ? Oui. C'est illégal.
même droit. Je demandais si les tatouages étaient vraiment illégaux en détention, parce que les détenus ont les mêmes droits que les personnes, mis à part leur privation de liberté, ils ont les mêmes droits que n'importe quelle personne à l'extérieur. Donc pourquoi on interdit en détention les tatouages, alors que chez soi, n'importe qui peut se faire tatouer, se tatouer et se faire tatouer? Est-ce qu'il y a une réglementation qui interdit? Je ne savais pas, je n'étais pas au courant. Enfin, je ne savais pas ça, hein, que les tatouages étaient interdits en prison. C'est ce que m'a rappelé le chef d'établissement dans la prison dans laquelle j'intervenais. Les aiguilles ne sont pas interdites en prison non plus, hein. Je rappelle que les aiguilles ne sont pas interdites, hein. Ils ont les mêmes droits. On devra pouvoir donner des aiguilles aux détenus. Il y a des chefs d'établissement qui s'y opposent, mais il n'y a pas de texte qui interdit de donner des aiguilles à des détenus, puisqu'ils ont les mêmes lois que les autres, mis à part le fait qu'ils sont condamnés et qu'ils sont privés de liberté. Alors, est-ce qu'il marche? Oui, il marche. Moi, je n'ai pas forcément la réponse parce que je ne voudrais pas m'avancer sur des propos qui ne seraient pas... ce que je peux dire, c'est qu'il y a une différence entre avoir le droit et avoir accès. Tout le monde a les mêmes droits, mais tout le monde n'a pas l'accès aux mêmes droits. C'est peut-être de ça dont on parle et qu'il faut peut-être recentrer. Mais est-ce qu'un détenu a déjà eu une sanction pour se faire un tatouage, par exemple? Quand un détenu transgresse quelque chose, il va au quartier disciplinaire pour une semaine, par exemple. J'ai jamais vu ça, moi. Alors, moi, je ne peux pas répondre une fois de plus. Je demanderai au chef de détention. Et je pense que c'est intéressant parce que la loi de 2016 pose un cadre sur la réduction des risques. Et comme l'a dit très justement Gilles, le tatouage est une porte d'entrée. Je vais prendre un parallèle et puis pour illustrer un petit peu les débats qu'il y a pu y avoir sur la réduction des risques dont on a parlé ce matin, notamment liés aux injections dans certains XAPA. Quand on en avait assez de constater qu'il y avait des aiguilles qui étaient dans le faux plafond, que les toilettes étaient bouchées, qu'il fallait faire venir le plombier, parce que clairement, il y avait des injections dans les toilettes, on a dit, on va mettre un conteneur à dasserie. Et donc là, forcément, le débat a eu lieu. Ce conteneur visible va être une incitation pour les gens à venir s'injecter. Et le message qu'on va faire passer dans ces toilettes aux non-injecteurs va être compliqué. Et en fait, l'astuce a été de mettre une pancarte pour dire, lorsque vous vous rasez, mettez vos lames dans le conteneur, qui était destiné bien évidemment à autre chose. Et on est toujours dans ces logiques de contournement où je ne peux pas répondre à votre question pour dire c'est légal, c'est illégal. Il n'empêche que ça existe. C'est une réalité et que pour arriver à cela, il y a souvent des logiques de contournement qui amènent à un flou et qui ne sont pas forcément partagées parce qu'elles sont floues et parce qu'elles ne sont pas posées comme étant une réalité. Je suis tout à fait d'accord, hein, mais c'est juste un point juridique que je vais essayer d'éclaircir quand même parce que ça me questionne. On va s'en remettre au juriste qui va ce soir nous chercher la réponse. Je pense qu'il n'y a pas de loi qui interdise aux détenus de se tatouer. Ça me paraît être une discrimination grave. Ouais, je pense. Hein. C'est le code de procédure pénale, hein, je pense. Mais c'est bien un des gros problèmes qu'on trouve avec tiens, j'ai tiré le gros lot. Avec la situation des détenus, parce qu'effectivement, normalement, la peine les prive de liberté individuelle, mais de rien d'autre, éventuellement de l'autorité parentale, voilà, de leurs droits civiques, ok. Mais pas du droit de maîtriser leur corps, du droit de maîtriser leurs soins. Or ça, effectivement, ça devient compliqué à partir du moment où on rentre, alors en prison comme ailleurs, dans une institution. Et effectivement, on a des règlements intérieurs qui viennent dire il est interdit de, et il y aura sanction si. Ça va pas conduire à amener à visibiliser les pratiques en termes de réduction des risques.
idem hein, pour ce qui concerne la sexualité. La sexualité, un jour, on m'a interrogé sur est-ce que la sexualité est autorisée en prison. Alors, je cherche, évidemment. Et puis, je trouve. Et je trouve que, bien entendu, elle n'est pas interdite. Alors, je parle non seulement de la sexualité onaniste, mais également avec des partenaires, notamment des partenaires de cellules, notamment dans les conditions de droit commun. À partir du moment où il n'y a pas de violence, menace, contrainte. Voilà. Et ça, c'est des éléments essentiels qui sont, me semble-t-il, à rappeler. Oui, ce que je voulais, enfin merci déjà pour vos deux présentations. Ce que je voulais ajouter, c'est que c'est encore plus compliqué en prison qu'ailleurs de voir la différence entre l'interdit, l'autorisé, le non interdit, le non autorisé. Et c'est comme l'a dit Eric, la différence entre la loi et la pratique, parce que si on déroule le fil, la réduction des risques est autorisée en prison. Alors certes, selon des modalités adaptées, hein, mais rien ne s'oppose à ce qu'on fasse de la réduction des risques en prison. Rien ne s'oppose à ce qu'il y ait des programmes d'échange de seringues. Rien ne s'oppose à ce qu'on distribue de l'analoxone. Pourtant, dans les faits, on voit que c'est beaucoup plus compliqué que cela et que les programmes, les distributions de naloxone, enfin de rouleau-tapaille, c'est quand même pas évident. Donc c'est vrai qu'il y a ce que la loi nous dit et après les pratiques qu'on constate et qui interrogent aussi l'égalité entre le dedans et le dehors et aussi l'égalité territoriale selon la prison dans laquelle on est. D'autres prises de parole? Pardon, encore. Déjà, merci parce que ça donne plein d'idées de choses à mettre en place à Mayotte. Et en fait, je me faisais la réflexion et j'étais en train de me dire que ces mauvaises pratiques qu'on retrouve en prison, à Mayotte, on les retrouve même en dehors. En fait, les mineurs, en tout cas moi que je peux suivre, ces pratiques-là, ils les ont à l'extérieur, principalement pour des raisons économiques, puisque ça coûte cher de se faire tatouer. Et du coup, c'est une manière de se faire tatouer de manière moins chère. Du coup, moi, ça me donne même des idées de mettre des ateliers en place, même en liberté, finalement. Hein. Voilà. Et sinon, forcément, je me questionne sur, en prison, ce genre d'atelier pour les mineurs. J'imagine que c'est pas possible. Non, voilà. c'est pas possible. En revanche, je pense que la prévention est possible. On en faisait. On n'allait pas jusqu'au tatouage, simplement. On restait dans l'information, dans la prévention, dans l'empowerment, le partage de savoir et de connaissances. Bon, on s'arrêtait au moment de tatouer. Ce qui est dommage, puisque c'est Oui. une pratique qui existe quand même chez les mineurs, et qui est même très courante. Enfin, je connais très peu de mineurs qui se tatouent pas en prison. Donc, D'accord, mais c'était non négociable par oui, non, mais bien détention. sûr. Et du coup, je me demandais si, par exemple, ces flyers ou ces choses-là, c'était des choses qu'on pouvait retrouver quelque part, s'en inspirer. Moi, je les ai. Je peux vous envoyer si vous voulez. Avec plaisir. Ils mériteraient d'être retravaillés, parce que ça Oui, fait bien 10 sûr. ans que j'ai fait ça. Donc, Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Oui, travailler avec aussi la culture locale, du tatouage, tout ça. Ouais. Super, merci. Et puis pour le dents-dehors, l'articulation de dents-dehors, on s'est aperçu, même si difficilement mesurable, mais que les savoirs acquis en détention ont été valorisés aussi en milieu libre. Il y a eu comme ça des détenus qui ont appris à bien tatouer en détention et qui ont continué en milieu libre dans les conditions adéquates et avec les connaissances apprises en détention. Et puis ça peut ouvrir même à des formations, de la réinsertion. C'était ce qu'on souhaitait, ouais. ouvrir sur une formation de tatoueur en détention. Merci. Ça, la prison n'était pas encore... Prête. Est-ce que d'autres contributions de la salle?
Non. Alors, juste peut-être en guise de remerciement, parce que j'ai bien aimé cette présentation qui nous ouvre quand même des perspectives, même si on sait qu'il y a une temporalité qu'il faut prendre en considération. J'ai retenu de vos propos, docteur Aubry, que les gens prenaient les comprimés de paracétamol, souvent pour le citifé ou des choses comme ça. Je peux vous dire qu'en termes de réduction des risques, on a des rouleaux à paille, ce qui permettrait déjà d'introduire un premier matériel à Magicavo si vous le souhaitez. Des rouleaux à paille. Voilà, donc c'était une petite boutade de fin d'intervention, mais c'est tout à fait sérieux. Hein, je veux dire, il y a du matériel de réduction de risque, c'est avec plaisir qu'on pourrait vous le présenter. Il y a des préservatifs. Je parlais de ce qu'il fait, je pense qu'à Mayotte, ils ne sont pas très. C'était mes expériences antérieures. D'accord. Donc à Mayotte, il n'y a pas ça. Je pense pas. Il n'y a pas trop d'usagers de cocaïne. Enfin, c'est pas. Médicaments écrasés. Non, mais même les médicaments, c'est pas des sniffers en fait. Bon. L'hépatite C n'est pas extrêmement répandue à Mayotte. D'accord. Quoi qu'il en soit, Les sniffers, il y aura des hépatites C. la proposition tient toujours, au cas où. Merci à vous. Peut-être que les fraudes de VHC vont vous permettre d'observer la prévalence et le niveau de contamination et de transmission. 95% d'acceptation de prise de sang à l'entrée. Donc on a fait 695 prises de sang à l'entrée pour le VIH. On fait également le VHC.